terrain voisin, mais cela coûte 32 € par mois. Ils sont éloignés du quartier selon les habitants. La municipalité refuse d'agrandir une nouvelle fois le parking auquel elle a déjà ajouté 15 places récemment. Un lieu d'échange pour imaginer le futur centre-ville de Montigny et Cormeilles. Dans le cadre de la révision de son plan local d'urbanisme, la ville ouvre un local dédié aux transformations urbaines, et notamment celle de la D14 en véritable centre-ville. Situé à côté du square Picasso, ce local de concertation et d'exposition sera ouvert le mardi de 17 à 20h, le vendredi de 14 à 17h, et également le premier samedi de chaque mois. À terme, 2000 logements, des commerçants, près d'immeubles, une école, un cabinet médical ou encore un parc urbain seront prévus. Une première réunion qui est prévue ce soir dans cet atelier Astrid Méléol à 19h. Une exposition pour retracer les travaux du renouvellement urbain en centre-ville de Fosse. Alors que l'opération touche à sa fin, la municipalité a installé 11 panneaux sur la date du 19 mars 1962 qui resteront jusqu'au 18 juin. Sur un périmètre de 7,5 hectares, il a fallu démolir 3 tours de 96 logements et des bâtiments municipaux. En parallèle, de nouveaux immeubles ont été construits permettant d'augmenter le nombre de logements. Le coût total de l'opération s'élève à 59 millions d'euros financés à 17% par la commune. Dans le même temps de cette exposition, des travaux de renouvellement se poursuivent. Une nouvelle maison de santé va ouvrir d'ici le 1er avril. Une formation mélange gendarme et civil à l'université de Cergy-Pontoise. Pour la première fois en France, une formation diplômante pour détecter la fraude documentaire et analyser les écritures est dispensée par l'université et le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale. 27 personnes venant de toute la France, dont 20 gendarmes, suivent cette nouvelle formation d'analyse de documents. Le diplôme universitaire se divise en 2 branches, civile et militaire. Celle consacrée aux gendarmes est plus poussée. Elle permet de vérifier l'authentification des titres sécurisés légaux tels que la carte d'identité. Une nouvelle formation va voir le jour à la fin de l'année, d'ici octobre ou novembre, pour les gendarmes dédiés à l'analyse des scènes de crime. Et enfin, à Argenteuil, la maison habitée par Monet va devenir un musée. La ville a présenté ses pistes pour faire de ce lieu où a vécu le peintre pendant 7 ans une étape de la route des impressionnistes. Située au 21 boulevard Karl Marx, cette maison devrait donc devenir un musée interactif, regroupant aussi un point d'information touristique. L'ensemble sera numérique avec des tableaux de l'artiste, mais aussi des casques de réalité virtuelle permettant de plonger dans l'Argenteuil d'autrefois. Le jardin serait réaménagé et fleuri, si possible comme à l'époque. La création d'un escape game a même été évoquée. Argenteuil est un cadre qui a inspiré le peintre qui a produit 259 tableaux. Merci Alexis Duvauchel pour ce nouveau point sur l'actualité valdoisienne. Nous vous retrouverons un petit peu plus tard à 12h15. C'était la matinale depuis 7h. Très bonne journée en ce mardi 19 mars. Et le printemps se rapproche à grands pas puisque c'est demain. Et demain, une émission spéciale autour du printemps, 7h, 9h. Soyez à l'écoute. Nous passons maintenant la main à Florence Sueur pour l'émission Le Bar de l'économie. Très bonne émission, Florence. Prenez la chaise. Décalez la chaise à côté si vous voulez. Allez, c'est Oui, on a parlé de sujets assez légers là à 15. Voilà. Et puis le frelon asiatique qui est vraiment une chose infernale sur les Valdoises. Pas partout. Philippe à la technique. Aujourd'hui, mais non, j'ai pas trop vu ce matin, tout va bien. Aujourd'hui, nous allons parler gestion de commune avec le maire de Jouy-le-Moutier. Et puis, nous allons parler formation, et notamment avec une belle école installée en Val d'Oise, avec l'École internationale des sciences du traitement de l'information, avec Emmanuel Hubert. Et du coup, je les accueille tout de suite ce matin. Jean-Christophe Bérine, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes maire de Jouy-le-Moutier.
On abordera bien sûr le budget, les investissements qui sont énormes, les subventions aux associations, le cœur de ville, le terminal 4 en projet de construction à Roissy. Et puis nous parlerons bien sûr grand débat, mais aussi désertification médicale. Et puis en fin d'entretien, eh bien, on parlera de l'actualité culturelle très intéressante à Jouy-le-Moutier. À vos côtés, Emmanuel Hubert, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes le directeur du Master Info du jour, comme d'habitude, que je vais vous proposer, si vous le souhaitez, de commenter. Alors la première que j'ai choisie, c'est sur la contrefaçon. Elle coûterait 60 milliards d'euros par an à l'économie européenne. Elle touche à la fois les consommateurs et les entreprises. Ses répercussions affectent l'économie en général, car ce fléau représente près de 10% du commerce mondial, ce qui constitue un coût annuel de 2 à 300 milliards d'euros pour l'économie mondiale et 60 milliards, comme je le disais, pour l'Europe. En France, les pertes de revenus liées aux douanes françaises, soit un montant d'environ 560 millions d'euros, une augmentation de près de 42% par rapport à 2010, donc en presque 10 ans. Plus grave, l'Union européenne estime que la contrefaçon fait disparaître chaque année 200 000 emplois dans le monde, dont 100 000 en Europe et 30 000 en France. Aucun secteur d'activité n'est épargné. Quelques exemples, eh bien, les vêtements, bien sûr, mais aussi 12% du marché mondial du jouet, bien sûr 10% du marché de la parfumerie, des cosmétiques et du luxe, 5 à 10% du marché européen des pièces de rechange automobile, sans compter les médicaments, ce qui est grave et dangereux pour la santé. L'Asie est la première zone de provenance, 85%, loin devant l'Europe, 7%, et le reste du monde, 8%. Comme le souligne la Direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes, plus de 1,4 million de saisies ont été opérées dans le frais postal et par express suite à un achat d'un consommateur par Internet. Est-ce que ça vous parle, la contrefaçon? On va poser la question à Jean-Christophe Verrine. Eh bien, la contrefaçon, le danger, vous l'avez dit, ce sont les médicaments, ce sont les jouets contrefaits qui n'ont pas les mêmes normes de sécurité. En priorité, c'est ça. Après, effectivement, il y a les pertes financières, les pertes d'emploi que ça génère au niveau des produits de luxe. Mon avis est que d'abord, il faut que tout soit breveté. Et ensuite, eh ben, ce sont les moyens de répression. Et puis, il faut aussi que les gens soient conscients qu'en achetant sur Internet, ben, même si c'est moins cher, ben, c'est Il faudrait qu'ils se protègent plus. On est loin derrière d'autres pays. Merci beaucoup Jean-Claude Verrine. On va passer à la deuxième info du jour. C'est les autorités en charge de la stabilité financière demandent aux banques de mettre davantage de fonds propres face à leurs prêts. Une façon d'obliger les banques à faire des réserves. Telle est la décision du Haut Conseil de la stabilité financière. Les banques auront jusqu'au mois d'avril 2020 pour s'adapter suite à la forte croissance du crédit à l'heure où les taux notamment les taux de crédit immobilier sont au plancher. Le stock des crédits, c'est comme ça qu'on parle aux ménages, a progressé de 5,5% en janvier dernier. Le crédit bancaire aux PME, lui, a enregistré une croissance de 6,3%. L'endettement du secteur privé non financier passe au-dessus de ce qui est constaté dans d'autres pays européens, à plus de 133% du PIB de l'année dernière. Voilà pourquoi on demande aux banques des réserves supplémentaires. Pas question pour autant pour forcer les banques à un coup de frein sur le crédit. L'idée est de forcer les banques à faire des réserves par beau temps, de façon à ce que les autorités, de façon surtout à s'assurer que le robinet du crédit reste ouvert, notamment pour les PME.
Alors, je pense que ça vous intéresse en tant que maire, Jean-Christophe Verrine. Oui, forcément, de manière, tout ce qui touche à l'économie et à la bonne santé de nos communes nous importe. Après, que vous dire de plus, je ne sais pas sur le sujet. Donc, troisième sujet à l'ordre du jour aujourd'hui au niveau des infos, c'est l'Europe face à l'urgence de repenser sa stratégie industrielle. Un rapport du Centre européen de la stratégie politique, le CESPE, a vu le jour. Il émane de la Commission européenne et il appelle à sortir de la naïveté face à la Chine. Les esprits se réveillent enfin, on pourrait dire, en Europe suite au rejet par Bruxelles de la fusion entre Alstom et Siemens qui avait suscité, souvenez-vous, un torrent de protestations aussi bien en France qu'en Allemagne, à l'encontre d'une Commission européenne vue comme aveugle aux enjeux industriels de demain et à la concurrence chinoise actuelle ou imminente. Il avait suscité de la part de Paris et Berlin des propositions conjointes pour l'avenir industriel de l'Union européenne. Désormais, donc, c'est le Centre européen de la stratégie politique, le CESP, qui va donc permettre de faire des réflexions en interne à la Commission européenne, même s'il est indépendant de celle-ci. Le bloc européen, dit-il, doit s'adapter aux nouvelles réalités industrielles et aux géostratégiques mondiales. L'Union européenne n'a pas assez fait, je cite bien sûr, pour se préparer à la numérisation et à une concurrence croissante, en particulier asiatique. D'autre part, elle doit faire face à l'émergence de nouveaux challengers qui ne jouent pas avec les mêmes règles du jeu, au point que l'ouverture de l'Europe est utilisée contre ses propres intérêts stratégiques. Bien plus, c'est aux subventions que reçoivent les entreprises chinoises qui biaisent la concurrence sur le marché mondial qu'il faut s'attaquer, de même qu'à l'impossibilité d'accéder au marché chinois lors d'appels d'offres publics en se dotant de nouveaux outils de défense. Qui vont nous faire les poches. Voilà. Ben voilà qui est cash et qui est dit. Merci beaucoup Emmanuel Hubert. C'est vrai qu'on n'a pas non plus les mêmes possibilités d'investissement financier et du coup on est quand même peut-être moins bien lotis. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Christophe Je Verrine? pense qu'il faudra aussi que l'on se protège et qu'on n'ait pas honte de faire du protectionnisme. Je veux dire, aujourd'hui, on clame haut et fort qu'il faut ouvrir nos frontières, donc quand on les ouvre, on récupère tout ce qui peut arriver, y compris ce qui n'est pas bien, de mauvaise qualité, on parlait de contrefaçon, pareil, etc. Je pense qu'il faut aussi primer et mettre en priorité ce que l'on produit, nous, en Europe. Merci beaucoup pour vos commentaires à tous les deux. Autre info du jour, BNP Paribas va fermer 200 agences d'ici à 2020. Le groupe bancaire français verra ses effectifs baisser de 2 à 4% par an, selon une source du groupe. Le tabou des fermetures d'agences est bel et bien levé en France. Les unes après les autres, les grandes banques françaises communiquent sur la nécessité de supprimer des points de vente que les clients délaissent au profit d'une relation bancaire numérique. Donc le groupe BNP Paribas prévoit de fermer 50 agences par an sur la durée du plan, ce qui fait donc 200 agences au total sur les 1900, plus de 1900 d'ailleurs guichets qu'elle compte aujourd'hui, ce qui représente déjà 10% du réseau. Et cette annonce intervient alors que la banque a déjà supprimé 236 guichets depuis 2012 et elle espère conquérir 600 000 nouveaux clients. Voilà. Mais d'autres banques ont fait le même travail dans les années précédentes, notamment la Société Générale qui avait annoncé fin 2015 son intention de supprimer 400 de ses 2221 agences d'ici à 2020. Le LCL a fait la même chose et la filiale de la banque de détail en France du groupe Crédit Agricole a, elle, commencé en 2016 un programme de fermeture d'environ 250 agences sur les 1900 que compte son réseau. Et puis, pareil, le Crédit Mutuel et tout comme le Crédit Agricole ont tous annoncé des fermetures de quelques agences. Le CIC, lui, a encore 4470 agences et il en a fermé 70 depuis 2014.
Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'embauchent pas. Au contraire, en fait, ce sont de nouveaux métiers qui apparaissent. Voilà pourquoi ils souhaitent fermer des agences. Dernière info du jour, c'est Poutine, une annonce un petit peu qui m'a interloqué, voilà pourquoi je vous en parle, qui promulgue 2 lois contre les fausses nouvelles et les offenses à l'État. En dépit des critiques, le président russe Vladimir Poutine a promulgué lundi 2 lois controversées. L'une permet de bloquer ou d'infliger des négatives et diffusées comme de vraies informations qui créent une menace pour la sécurité du public ou de l'État ou peuvent mener à des troubles massifs. Ce sera donc au procureur de déterminer ce que constitue une fausse information et de donner aux gendarmes russes des médias le pouvoir d'exiger sa suppression sous peine de blocage. La loi prévoit aussi une amende pouvant s'élever à 1,5 million de roubles, ça équivaut à peu près à plus de 20 000 euros. La seconde loi punit les offenses aux symboles de l'État et permet de bloquer les contenus faisant preuve d'irrespect envers les autorités. En plus d'amende, la loi prévoit 15 jours de prison pour les récidivistes. On n'avait pas vu, enfin ça c'est mon commentaire personnel, on n'avait pas vu de telles lois depuis la Révolution russe. Enfin moi j'étais stupéfaite. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Christophe Vérine? On peut aussi imaginer des lois contre les rumeurs, on peut imaginer beaucoup de choses. Après, je pense qu'il n'a pas les mêmes problèmes de place en prison que nous, visiblement, parce que sinon il va y avoir beaucoup de monde dans cette prison. Comme m'a dit un auditeur, mais vos prisons françaises sont des maisons de repos, vous devriez venir voir ce qui se passe à l'étranger. D'ailleurs, on a bien vu comment a été traité Carlos Ghosn. Emmanuel Hubert, vous voulez réagir? C'est tout le problème de pays qui ont tendance à se refermer sur eux-mêmes et à oublier le mot démocratie. Merci beaucoup pour vos commentaires à tous les deux. Fin des infos du jour, on va passer à une jolie pause musicale et ensuite on va vous passer la parole, Jean-Christophe Vérine. Moi j'ai eu un appel, je pense que c'est la start-up. C'est bête, c'était une start-up qui s'appelait Parking Map, qui fait donc des outils de géolocalisation de parking et de places de parking. Et je voulais vous les faire rencontrer parce que c'était super intéressant pour vous. Le stationnement est un vrai sujet, hein. Vous en parliez sur Argenteuil, mais partout c'est un sujet. Et effectivement, la place de la voiture, elle n'est plus à la surface aujourd'hui. Si on veut être raisonnable et faire des villes raisonnées, à la surface on construit des logements et on met les voitures en sous-sol. On peut plus se permettre aujourd'hui d'empiéter sur les terres agricoles pour construire des logements, faire des grands parkings en surface. Et où est-ce que j'ai vu c'est un silo qui se construit? Ah bah c'est pas ici, c'est à Toulon. C'est un silo qui se construit et donc ils font des parkings On retrouve maintenant ça, c'était des choses qui existaient il y a 40-50 ans ou aux États-Unis qu'on voit souvent. C'est effectivement des parkings extérieurs en silo comme ça. Et je trouve qu'on en retrouve. On peut voir aussi au Japon. Au Japon, ils font la même chose. Ah oui, ils font même des plateaux, c'est ça? Oui. Mais ça existe aussi en France. Je me souviens tomber comme ça dans un parking à Tours, au centre-ville. On laisse sa voiture et puis il y a un robot qui vient la chercher dans les étages. Casier 412. Exactement. Vous êtes au courant aussi que les Russes étudient la possibilité d'un Internet russe? Ils avaient annoncé que ça devait sortir cet été, mais je sais pas. Sauf que l'intérêt de l'Internet, c'est de partager. Enfin, c'est qu'il n'y ait pas de frontières. Donc si on en fait un par pays, à un moment, c'est plus l'objectif souhaité. Ou alors effectivement, ça sera un moyen de propagande, sans aucun doute, quelque chose comme ça. C'est ça en fait. Oui, non, mais voilà, parce que sinon, c'est un peu incohérent. Monter l'Internet, justement, c'est... Alors là, c'est Lionel Hampton avec Flying, je sais plus comment. Flying Home. Flying Home, merci. Il y a Persky qui est bloqué là. Je passe sur bientôt. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis en compagnie sur IDFM de Jean-Christophe Vérine, maire de Jouy-le-Moutier, et d'Emmanuel Hubert, qui dirige donc le master spécialisé en gestion des risques sur les territoires à l'EISTI, l'École internationale des sciences du traitement et de l'information. On va tout de suite passer la parole à Jean-Christophe Vérine
On va parler de la gestion, bien sûr, de Jouy-le-Moutier. Alors, 16 000 habitants, vous faites à peu près 10 millions d'euros d'investissement, c'est énorme. Alors, pourquoi tous ces investissements pour votre premier mandat? Eh bien, parce qu'ils sont nécessaires. Croyez bien que le but d'un élu, c'est de dépenser l'argent public avec parcimonie. Il devient rare, difficile à trouver, donc il faut qu'on le dépense avec parcimonie. Aujourd'hui, à Jouy-le-Moutier, c'est une ville qui a été une ville nouvelle, hein, de la création de Cergy-Pontoise. Donc c'était dans la fin des années 70, début des années 80. Tout a été construit en un laps de temps très court. Environ 5 ans sont sortis tous les pavillons, logements et les équipements municipaux, écoles et autres. Sauf que depuis, il n'y a pas eu beaucoup de travaux qui ont été faits. Et donc j'ai récupéré une ville où malheureusement les bâtiments publics étaient, je ne veux dire pas dans un très bon état, on va dire comme ça, avec... vous savez que dans une école, lorsque à la rentrée scolaire, on pousse les poubelles qui servaient aux bassines, qui servaient à colmater les fuites, ou à réceptionner l'eau, et puis on se dit on va les déplacer de 5 mètres parce qu'on a bouché les trous de l'année dernière, mais on sait qu'il y en a de nouveaux qui vont arriver. À un moment, on n'est pas dans la cohérence. Donc effectivement, j'ai récupéré une ville qui avait un taux d'endettement assez faible, c'est-à-dire de l'ordre de 32% de mémoire. Et aujourd'hui, le taux d'endettement au 1er janvier 2019 va être à 46%, donc j'endette la ville, sachant que sur la strate, on est à 72%, donc on a encore de la marge, mais pour faire beaucoup de travaux qui sont effectivement nécessaires. On remet en état toutes les écoles, les unes après les autres, et croyez-moi, il y a encore du travail. Il faut dire que c'est une population importante, hein, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, 16 000 habitants. Donc, mais vous m'avez dit, quand on a préparé cette émission, que vous avez perdu des habitants. Comment c'est possible? Voilà. En 2003, la population de Jouy-le-Moutier était de 18 300 habitants. Et puis, étant donné qu'il n'y a eu absolument aucune construction pendant une quinzaine d'années, eh bien, là où il y avait des pavillons avec des familles avec 3 enfants, je vais prendre cet exemple-là, les enfants ont grandi, ils sont partis, mais ils n'ont pas pu rester sur Jouy-le-Moutier puisqu'on n'avait rien à leur proposer. Donc, ils sont partis ailleurs. Donc, dans ces pavillons, il y avait 5 personnes. Aujourd'hui, il y en a 2. Et comme ça, on perd la population. Pendant plus de 15 ans, on a perdu des habitants tous les ans. Depuis cette année, on a regagné cette année 218 habitants. Alors, ça fait sourire le chiffre, effectivement. Mais quand la courbe elle est en chute pendant plus de 15 ans, on est content de l'inverser. Aujourd'hui, on vient de redépasser les 16 000. On a plus de 1500 logements en construction prévus. Et quand ils seront construits, on reviendra à nos 18 300 habitants. Donc on a tous les équipements pour, mais on arrivera juste à ce niveau-là. Mais vous pensez pouvoir même dépasser le chiffre de 18 000 à long terme? Mais ce n'est pas un objectif. On a, nous, des équipements publics, théâtre, gymnase, école, etc., qui sont faits pour une population, je vais dire, autour de 18 000 habitants. Le but, c'est qu'on ait 18 000 habitants pour les amortir et pour les faire vivre. Bien sûr. Le but, c'est pas de dépasser les 20 000 habitants, ça n'a absolument aucun intérêt, aucune volonté. On est très bien à 18 000 habitants, mais il faut qu'on soit à 18 000 habitants pour arriver à un équilibre. En fait, voilà. Donc, vous parlez comme un chef d'entreprise, finalement, pour amortir, j'allais dire, et pour utiliser les équipements, il faut un certain nombre d'habitants. On n'avait jamais parlé comme ça, en fait, jusqu'à présent à ce micro. Et donc, en fait, pour utiliser tous les équipements existants, déjà, 9 écoles, c'est énorme. On en avait 9. Étant donné que je suis un maire honteux, j'ai fait ce qu'on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire que j'ai fermé un groupe scolaire. Pourquoi? Parce qu'en 2005, on avait 4200 ans, non, en 1985, pardon, on avait 4200 enfants dans nos groupes scolaires. Aujourd'hui, on en a 2400. Donc vous pensez bien que des classes vides, on en a. Et moi, maintenir des équipements ouverts qui fuient, qui demandent des réparations, qui ne sont pas en état, où les enfants sont mal accueillis, uniquement pour se faire plaisir, ce n'est pas l'objectif. Je me dois de gérer la ville en bon père de famille, hein, c'est-à-dire qu'on met l'argent là où c'est nécessaire. Et clairement, oui, j'ai fermé une école. Les recettes de cette vente, parce que j'ai vendu le terrain à un promoteur, et la recette de ces ventes, je l'investis dans une autre école pour la remettre en état. Voilà, donc en fait, je remarque que vous avez par exemple au groupe scolaire du Noyer 700 000 euros de travaux, 2,2 millions sur l'école élémentaire, à peu près 700 000 de nouveaux euros sur un autre accueil périscolaire et une bibliothèque. Et tout est comme ça, en fait, énorme besoin de travaux à Jouy-le-Moutier.
Oui, ben voilà, c'était X années où pas grand-chose a été fait, où ils ont géré vraiment juste les urgences en bouchant en plein de boîtes en les fuites. Et aujourd'hui, ben, il faut arrêter de faire du bricolage et on fait quelque chose pour qu'on soit bien sur les 20-30 prochaines années, parce que c'est notre rôle. Parce que c'est votre rôle exactement. Alors le budget de la ville, vous en parliez tout à l'heure, c'est un budget de combien et combien faut-il pour faire tourner une ville comme Jouy-le-Moutier? Combien faut-il d'agents ou de salariés, on va dire, à la commune? Alors, vous l'avez dit, en investissement, c'est 10 millions d'euros cette année. En fonctionnement, c'est de l'ordre de 20 millions. Il faut savoir qu'une ville comme Jouy-le-Moutier, il y a quasiment 500 bulletins de salaire qui sortent tous les mois. Alors attention, 500 bulletins de salaire, ça ne veut pas dire qu'il y a 500 personnes qui sont à plein temps agents de la commune. On a 280 agents plein temps et le reste, ce sont des vacataires, ça peut être les enseignants sur les heures d'études et ce genre de choses. Mais on a à l'arrivée 13 millions de masse salariale. C'est énorme. Oui. Donc 13 millions sur un budget de 20 millions. De 20 millions. Ce sont les ratios qu'on trouve dans les sociétés de services. Vous savez, on vend du service. Une commune est une société de services. Et donc, du coup, vous êtes obligé d'emprunter pour pouvoir faire vos investissements, ce qui est logique. Alors, de toute manière, dans les finances publiques, la commune ne peut emprunter que pour investir. Une commune ne peut pas emprunter pour son fonctionnement. D'une part. Et deuxièmement, contrairement à l'État, les communes se sont non seulement fait taxer et revoir leur budget à la baisse ces dernières années de façon très très forte avec la baisse des dotations, alors que nous avons une obligation que n'a pas le gouvernement, en tout cas l'État, c'est d'équilibrer son budget. Nous, nos budgets sont toujours équilibrés. Quand ils ne le sont pas, on passe sous la tutelle de la préfecture. Donc, nous, on n'a pas le choix. L'État, ça fait 45 ans qu'ils n'ont pas fait un budget équilibré. Un bon entendeur. Alors, du coup, parlons-en donc de cet équilibre budgétaire. Avec donc la suppression d'une partie de la taxe d'habitation. Est-ce que ça vous pose problème? Comment vous faites pour équilibrer votre budget? Alors, sur la taxe d'habitation, pour l'instant, elle est compensée à l'euro près, donc on n'a pas eu de perte de ce niveau-là. On a eu des pertes, par contre, sur la DGF, puisqu'on a perdu sur l'ensemble du mandat, la baisse de la DGF, c'est-à-dire des dotations de l'État, va correspondre à plus de 7,5 millions d'euros. On n'aura pas perçu sur les 6 ans du mandat. 7 millions d'euros. Vous avez perdu 7 millions d'euros. 7,5 millions sur les 6 ans du mandat, on n'aura pas perçu. Sachant qu'on va avoir emprunté en tout une douzaine de millions. Donc, vous vous rendez compte que si on avait eu ces 7 millions en plus, tout ce qu'on aurait pu faire comme travaux en plus, ou on aurait réduit même l'endettement de la commune en faisant tous les travaux. Non, je veux dire par là que ce qui est extrêmement compliqué, c'est de se faire taxer de mauvais gestionnaires, de se faire traiter de mauvais gestionnaires, alors que nous, on équilibre tous nos budgets. Et on doit maintenir les mêmes services aux habitants. Les habitants ne sont pas disposés à avoir moins de services. Alors vous dites ça alors que vous êtes un tout jeune maire, j'allais dire, c'est votre premier mandat, et donc vous ressentez cette pression, j'allais dire, peut-être de l'État, ou alors est-ce que de d'équilibrer, et c'est quand même un jeu d'équilibre compliqué d'arriver à maintenir des budgets importants, à proposer des services et des prestations aux habitants sans augmenter nos taux d'imposition, parce que moi, à Jouy-le-Moutier, je ne les ai pas bougés depuis que je suis là. Donc je veux dire par là que c'est quand même très compliqué de perdre 7 millions, de continuer à faire tout comme avant. Sachant que les habitants, eux, sont de plus en plus demandeurs d'avoir du service. Ils considèrent qu'ils payent des impôts, donc ils y ont droit. Donc voilà, il faut aussi qu'on se dise qu'est-ce qu'on peut faire pour notre commune, comment on peut équilibrer ce qui est entendable de ce qui ne l'est pas. Mais d'un autre côté, les investissements que vous faites pour la rénovation, parce qu'il y a pas que, on a parlé des écoles, mais il y a aussi, je vois, le théâtre et la médiathèque. Enfin, il y a plein d'autres bâtiments qui avaient besoin. Gymnases et autres. Voilà, les gymnases, j'ai pas tout cité, bien sûr, mais vous pouvez, je vous en prie, faites-le. Oui, on continue, je veux dire, Maison du Parc, on a énormément d'endroits où on investit des sommes, rien que sur tout ce qui touche le sport. Un gymnase qu'on a entièrement réhabilité, la création d'une salle de gym, d'un pôle foot, etc. On va avoir dépensé plus de 5 millions sur les 2 dernières années. Il n'y a pas beaucoup de communes qui ont mis 5 millions dans le sport. Et sur la médiathèque ou la culture, entre la réhabilitation complète de la médiathèque, même chose qui a 25 ans, sur lequel rien n'avait été fait, ou le théâtre, on va encore dépenser plus de 2 millions sur les 2 dernières années. Et même chose. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de villes qui investissent 2 millions dans la culture et 5 dans le sport. Alors que pourtant, je pense que c'est extrêmement important.
Eh ben, on va revenir tout de suite, on va revenir tout de suite sur ce sujet, si vous voulez bien, Jean-Christophe Verrine, mais on va faire d'abord une petite pause musicale. Qu'est-ce qu'on passe là? Ah, on n'entend pas. Qu'est-ce qu'on passe? Qu'est-ce que tu as choisi de mettre? Bah là, Bobby Enriquez, depuis Ah, d'accord. c'était dans le. Oui, c'est un- c'était pour demain. Non, mais les pauses. C'est quoi le nom du titre? C'est Tokyo Jazz Festival, mais. C'est bizarre, je connais. C'est R-E-G-I-N. A-I-R-E-G-I-N. Alors, je sais pas comment tu vas dire ça. Ergine. Ergine. Voilà. Non, c'est Angine. Donc là, c'est au Tokyo. C'est jazz aujourd'hui, là. Comment? C'est jazz aujourd'hui. Bah, c'était pour demain, c'était l'intro de demain, ça. Mais bon, c'est pas grave. Ah, vu que c'était dans le dossier. J'ai pas numéroté, alors oui. C'est parce que j'ai fait toutes mes sélections musicales pour la semaine. Mais ça fait rien. Si je suis trop long, vous me le faites signe. Non, toutes les 10 minutes, je fais une pause. Ah ouais, On a ouais, le temps, on a jusqu'à 10h30. Ouais, On a ah deux ouais. chroniques qui vont arriver. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Faut combler, là. Non, on comble pas. Non. Oh bah il y a de la matière, hein, alors Voilà. je suis sûr, il y a de la matière. Il y a de la matière, il n'y a pas de problème aujourd'hui. Alors moi, la question suivante, suite à ce que vous venez de dire, donc, c'est que bon, bah, les besoins en investissement, les demandes de services aux citoyens, oui, mais les citoyens ne se rendent pas compte que l'investissement en bâtiment, c'est aussi du service. Ah oui, bien sûr. Ils ne se rendent pas compte, pour eux, tout ça c'est normal, c'est de la gestion classique, etc. Sauf que dans le budget d'une commune, c'est extrêmement important. Enfin, je veux dire. Parce qu'en fait, un citoyen, quand il pense service directement à lui ou à ses enfants, ou c'est ça? Ah bah, le citoyen, je vais vous dire ce qui l'intéresse. C'est 50 mètres autour de chez lui. Vous allez nous le dire au micro. Ouais, non, mais je peux, mais enfin, je veux dire par là, oui, c'est 50 mètres autour de chez lui. En vrai, ce qui intéresse les gens, c'est ce qui a un impact direct sur leur Voilà. quotidien. Et puis, autre question qui m'est venue pendant que vous parliez, c'est vous dites, vous avez dit à bon entendeur, donc où est-ce que vous voyez des économies possibles au niveau de l'État? Ça m'intéresse. Mais partout. C'est juste partout. Je veux dire, on nous impose de réduire le nombre d'agents. Ben, je pense qu'on devrait aussi réduire le nombre de fonctionnaires au niveau de l'État. On y retourne? D'accord. On va avoir la peine de préférence. Ouais, bien sûr, pas grave. Non, mais tous les ministères, partout. Surtout des doublons au niveau des strates, ça risque de Nous voici de retour au bar de l'économie sur EDFM. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-Christophe Verrine, maire de Jouy-le-Moutier, et d'Emmanuel Hubert, directeur de certains masters spécialisés à l'École internationale des sciences et du traitement de l'information. Alors avec Jean-Christophe Verrine, nous étions en train de parler de la gestion d'une commune, des besoins d'investissement. Et justement, alors par contre, excusez-moi, au niveau de la musique, je viens de vous faire écouter un extrait de Bobby Enriquez que je vous ai fait découvrir hier aussi. Et là, c'est toujours à son Tokyo Jazz Festival. Et cet air-là s'appelle Air Gin. Voilà. Alors, avec Jean-Christophe Verrine, nous étions en train de parler d'investissement et de la pression à la fois de l'État pour pouvoir faire et gérer une commune, mais aussi de l'exigence, j'allais dire, des citoyens. Est-ce qu'un citoyen se rend compte que lorsqu'on fait de la rénovation de bâtiments, comme vous faites en ce moment, c'est-à-dire tant au niveau des écoles, des théâtres, que des parcs sportifs, que de la réhabilitation de l'éclairage public, enfin bref, vous rénovez la ville entière, finalement vous donnez une nouvelle signature en ce moment, Jean-Christophe Verrine, à Jouy-le-Moutier. Est-ce que le citoyen se rend compte que l'investissement, c'est aussi du service, et quand on dit qu'est-ce que vous faites de nos impôts, ça part là-dedans aussi. Disons que le citoyen, il en est conscient quand cela l'impacte directement. Là, il est content quand on refait sa rue, quand on refait l'école de son enfant, quand on équipe la classe de son enfant de tableaux numériques, ou quand on refait une salle de gymnastique parce que sa fille fait de la gymnastique. Sinon, il trouve ça juste normal. Il faut savoir qu'un habitant, nous sommes tous pareils, je pense, ce qui nous intéresse avant tout, ce sont les 50 mètres autour de chez nous. C'est pas la ville en globalité, finalement. Non, ils apprécient le côté ville à la campagne de Jouy-le-Moutier, ils sont contents d'avoir des champs, d'avoir des fermes, d'avoir le bois de Lotil, etc. Mais
Après, les investissements, pour eux, c'est juste normal, c'est l'entretien. Ils se rendent, à mon avis, difficilement compte des sommes qui sont investies, qui sont effectivement très, très, très importantes. Alors de l'autre côté, parlons un petit peu de la pression de l'État suite aux baisses des dotations, même si pour l'instant vous avez dit que la taxe était compensée à l'euro près. Où est-ce que vous voyez, vous, des réductions budgétaires possibles au niveau de l'État? Partout. Aussi simplement que ça, partout. Dans toutes les strates, à tout niveau, tous les ministères sont tous capables de faire des économies. Et malheureusement, je pense que les économies, elles doivent aussi se faire, à commencer par le personnel. On est une administration en France qui a un nombre d'agents de la fonction publique qui est juste hallucinant. C'est pas contre eux, je ne critique pas leur travail, le travail qu'ils font, ils le font, et sans doute très bien. Je dis juste qu'on doit se remettre en question, et quand on n'a pas les moyens, on doit se remettre en question. On n'a pas les moyens. Finalement, la France n'a plus les moyens de faire ce qu'elle fait, il faut qu'elle revoie toutes ses manières de fonctionner. Ça fait 40 ans que la France n'a pas les moyens. Ça fait 40 ans, mais que personne n'ose se remettre en question. Alors on reporte le tort sur les autres, on augmente les impôts, ça ce sont les solutions de facilité. Oui, puisqu'on est les champions européens d'impôts, des impôts. De toute manière, c'est tellement facile d'augmenter une taxe de 0 et quelques pourcents. On dit ils ne s'en rendront pas compte, sauf que multiplié par le nombre de foyers fiscaux, ça va forcément faire des sommes astronomiques pour l'État. Il faut simplement que l'État se remette en question au quotidien. Alors, en tant que jeune maire, puisque c'est votre premier mandat, vous avez parlé tout à l'heure du fait que, en fait, vous n'étiez pas considéré, vous le ressentez? Quand on est maire, on a beaucoup plus de chances que d'autres. C'est un très beau mandat. C'est sans doute l'un d'autre le plus beau des mandats parce qu'on est en contact permanent avec la population. Après, moi j'ai des grands moments de plaisir. Je vais vous dire que quand je vais dans les écoles et que les enfants sont tous là, bonjour monsieur le maire, ou qu'on m'interpelle, etc. C'était avant la rentrée scolaire, j'ai deux petites filles à la grande surface de la ville, la veille de la rentrée, qui m'ont vu de loin et qui m'ont couru dans les bras en me disant « Ah, bonjour monsieur le maire ». La maman était désolée, elle me dit « Excusez-les ». Mais non, mais c'est bien parce que j'ai une relation moi avec les enfants, j'adore. Et ça, c'est le bon côté. Et en même temps, quand on est élu, ce qu'on a en premier, ce sont les râleurs. Alors, je ne dis pas qu'ils font que râler, je ne dis pas que leurs ont toujours leurs tort. plaintes ne sont pas justifiées, mais en même temps, ce sont toujours eux qu'on entend. Et donc ça, des fois, c'est un peu compliqué. Et donc, ça fait plaisir quand la population vient vous voir finalement et vous salue gentiment. Vous savez, juste un sourire, des fois, on se dit, bon, bah, ça va, il ne m'en veut pas et il ne m'attendra pas avec une mitraillette à la sortie. Donc, le budget de l'État, vous pensez qu'on peut effectivement faire baisser et fonctionner de la même manière partout? Bien sûr, et puis en même temps, il faut effectivement qu'on regarde les différentes strates. On est quand même dans un millefeuille administratif. Il y a forcément des doublons, voire triplons, et donc c'est là aussi qu'on doit travailler. Alors, qu'est-ce qui constitue à Jouy-le-Moutier le cœur de ville? Jouy-le-Moutier donc, a été construit principalement dans les années fin 70, début des années 80, dans un laps de temps très court, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis après, ça s'est un peu arrêté. Et là, on est dans la phase 2 de la construction de la ville. À l'époque, il avait été construit un pseudo-cœur de ville, c'est-à-dire quelques commerces qui étaient tournés vers les habitations, avec un grand parking en surface, tout ce qu'il ne faut pas, juste à côté. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Donc cet ancien cœur de ville était mourant. Et donc on reconstruit un nouveau cœur de ville avec une grande place où on va faire vivre les gens, avec des terrasses, un café, un restaurant, enfin des choses qui font vivre les gens. Et donc c'est un nouveau souffle pour la commune, au niveau économique aussi, et c'est extrêmement important. Donc ça verra le jour. Combien de temps il vous faut pour réaliser tout ça? Alors, le cœur de ville a été pensé pour la première fois en 2005. Le maire de l'époque, M. Gabriel-Lenné, envisageait de faire un cœur de ville. Mon prédécesseur a fait la concertation et la pensée, et moi je le fais. Donc il est en construction, l'inauguration de la place même doit avoir lieu le 30 ou 31 août, je ne sais pas, c'est 30 août. Donc dans 2019, donc 2019, finalement tout est fini. Non, pas tout est fini parce qu'il y a encore d'autres programmes de logement qui vont aller autour et à parfaire. Mais cette place qui va être vraiment le cœur de ville, c'est la place du bien-être pour la nommer. C'est là qu'aura lieu les principales animations de la ville. Enfin, on est en train de travailler pour mettre en place un marché, voilà, un endroit où les gens se rencontrent, un vrai lieu de rencontre et d'échange. Merci beaucoup pour tous ces sujets. Alors, autre sujet également qui vous concerne, c'est l'aéroport de Roissy, j'imagine.
avec la construction du T4. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensent les habitants? On est concerné, comme toutes les communes qui sont de près ou de loin concernées par les gênes aériennes, les nuisances sonores. Donc on veut voyager, mais malgré tout, on est gêné. Alors que Oui, mais faire? enfin, on est gêné parce qu'il y a une démultiplication. Je veux dire, à un moment, je ne pense pas qu'il y ait 10 fois plus de voyageurs qu'avant, sauf qu'on considère qu'il faut offrir un service, que multiplier le nombre de vols est une qualité de service, là où ailleurs, on essaie de les concentrer, de les mutualiser. Peut-être qu'il pourrait y avoir des accords. Enfin, moi, j'ai quand même pris beaucoup l'avion pendant des années, ils sont rarement tous pleins. Donc au lieu de multiplier les vols, peut-être qu'on pourrait penser différemment. Et il faut aussi être conscient que un vol à 6 heures du matin, c'est une gêne. Il y a des gens qui vivent en dessous, qui ont des enfants. Enfin, je veux dire, pour le rythme des gens, c'est une gêne. Et il faut aussi en tenir compte, même si c'est en contrepartie du plaisir de certains. Ils pourront quand même partir en vacances ou aller travailler à l'étranger s'ils le souhaitent. Mais voilà, il faut adapter les horaires. Et Donc puis, vous, par exemple, vous proposez qu'il n'y ait pas de vol la nuit, c'est ça, si j'ai bien compris votre... il faut zéro privé? vol la nuit. Alors, Zéro vol la il faut nuit. zéro vol la nuit. Et il faut absolument qu'on limite le nombre de vols. Je veux dire par là que multiplier, rajouter un nouveau terminal et augmenter le nombre d'avions, en dehors de faire travailler Air France, et c'est très bien, enfin Air France, Airbus, et c'est très bien, mais en même temps, je pense qu'il faut qu'on repense le sujet quand même. Donc ça c'est effectivement, ça va être vu, puisqu'il y a toute une étude qui est faite par des instances européennes. Il y a une analyse justement du voyageur qui est faite. Alors on sait qu'on va doubler, enfin on va augmenter donc le nombre de voyageurs, mais on envisage de faire d'autres aéroports. Après tout, il n'y a pas que Paris qui doit avoir des aéroports. Donc ça sera effectivement revu. Alors, autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est le sujet, on est à la fin du grand débat. Qu'en pensent les habitants de Jouy-le-Moutier? Est-ce qu'ils vous ont interpellé? Est-ce qu'ils vous ont demandé d'organiser des débats? Alors, dès le début, on a mis les clés de Lens en place. On a dû avoir une trentaine de réponses. On a mis aussi sur Internet, donc ça nous permet moins d'estimer le total. Mais pour une ville de 16 000 habitants, c'est pas beaucoup, même si on a eu 60 réponses, ça fait pas beaucoup. Moi, j'avais annoncé que je n'organiserais pas, personnellement, le grand débat. Pour une raison très simple, c'est que dans le mot débat, il y a le mot question, il y a aussi le mot réponse. Moi, j'ai pas de réponse. Donc ça me posait un problème. En revanche, je l'ai dit et affirmé, tout habitant qui pouvait organiser ce grand débat, je ferai tout pour mettre tout ce qu'il fallait au niveau logistique, organisationnel à sa disposition, même communication, pour qu'il se tienne et puisse avoir lieu. J'ai pas eu de demande, personne n'a souhaité l'organiser. En revanche, j'ai un collectif de gilets jaunes qui m'ont interpellé, m'ont demandé la mise à disposition d'une salle pour tenir une assemblée générale. Je leur ai mis le théâtre à disposition, tout s'est très bien passé bien sûr. Et donc voilà, je suis moi dans ma cohérence. En même temps, organiser moi le grand débat, non. Alors à l'heure des Gilets jaunes et de la 18e manifestation samedi dernier et des violences, qu'est-ce que vous en pensez? Mon problème, ce n'est pas les revendications. Les revendications, elles sont entendables. La violence ne l'est pas. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas question que ça soit des agences bancaires, des restaurants de luxe ou quoi que ce soit. C'est juste sur le principe inacceptable. On ne peut pas laisser le domaine public abandonné aux casseurs et aux voyous. Parce que ça, c'est pas des gilets jaunes, ce sont des casseurs et des voyous. En même temps, il faut que les gilets jaunes comprennent qu'ils ne peuvent pas cautionner la chose, quel que soit le motif. C'est pas entendable de dire le gouvernement ne nous écoute pas, donc c'est de sa faute si on casse. Non, ça, c'est pas une excuse. La violence n'est pas acceptable. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, à votre avis, puisque les forces de l'ordre n'ont agressé personne? Ça, on peut quand même remarquer que depuis le début, les policiers et les gendarmes, il n'y a pas eu de problème, en tout cas vers les manifestants. Est-ce qu'il aurait fallu faire intervenir l'armée, comme certains pensent? Monsieur Macron a dit, je pense samedi soir, si je ne m'abuse, la France est attaquée, ou la République est attaquée. Lorsqu'on est attaqué, on a une force qui s'appelle l'armée. Est-ce que c'est la solution? Je ne sais pas, mais je pense qu'elle doit être envisageable, oui. Enfin, je considère que tout moyen pour empêcher que la rue soit livrée aux casseurs est entendable. Merci beaucoup Jean-Christophe Verrine pour ce commentaire. Autre problème, d'ailleurs surtout le Val d'Oise, mais vous le voyez plus peut-être que d'autres villes, c'est la désertification médicale. Alors à l'heure de la réforme santé, qu'en pensez-vous? C'est un vrai sujet.
on se constate que les médecins généralistes, principalement, restent à proximité de leur lieu d'études. C'est un constat. Or, aujourd'hui, les écoles de médecine sont toutes en première couronne ou dans Paris. Moi, je prône pour qu'une ville comme Pontoise, qui a un hôpital important, puisse accueillir une école de médecine en son sein. Cela permettrait effectivement aux étudiants de rester sur le territoire. À Jaune-Moutier, nous sommes en train de subir le départ de plusieurs médecins. Je dis bien subir parce qu'il commence à y avoir une course un petit peu entre communes et on promet tout aux médecins pour les attirer. C'est un peu à la carotte que ça fonctionne. Moi, je vais, en partenariat avec un cabinet médical, créer une maison de la santé. Vous allez faire une maison médicalisée? Je vais faire une maison de la santé. C'est un partenariat entre un groupe de médecins et la commune, de façon à ce qu'eux puissent s'optimiser, s'ancrer sur le territoire et puis en attirer quelques autres. Que je dois rencontrer certains incessamment sous peu pour effectivement leur dire venez à Jaune-Moutier parce que c'est nécessaire et vous y serez bien. Voilà, un lieu où tous les médecins se retrouvent et où on peut, nous, en tant que patients, consulter toutes les professions médicales au même endroit, c'est ça? Alors idéalement, on pourrait rêver d'avoir toutes les professions médicales. On va commencer déjà avec un maximum de généralistes possible pour régler le courant. Si après, au fur et à mesure, ça peut s'agrandir en accueillant d'autres professions médicales, tant mieux, mais c'est vrai qu'il y en a que malheureusement on n'est pas aujourd'hui en capacité d'accueillir. Alors, autre question que j'avais envie de vous poser, Jean-Christophe Verrine, vous venez, du domaine, vous faites du conseil en nouvelles technologies, mais en fait vous êtes un spécialiste des systèmes d'information. Comment fait-on pour travailler? Est-ce que c'est possible de travailler à temps plein et en même temps d'être maire, puisqu'on sait très bien qu'en France, l'indemnité, c'est pas un salaire d'être maire, c'est une indemnité. On sait très bien que ça ne peut pas forcément faire vivre une famille. Comment fait-on? Comment avez-vous fait? Eh bien, quand j'ai été élu, j'ai conservé mon activité professionnelle en accord avec mes dirigeants. Je suis passé à mi-temps. Sauf que lorsqu'on a un poste de responsabilité et de direction à mi-temps, ça ne le fait pas à long terme. Enfin, par terme d'honnêteté, on s'organisait en faisant en sorte que ça arrive toujours. Mais à un moment, il y a une honnêteté à avoir par rapport à son employeur. Et lorsqu'on est sur la route pour arriver en réunion et qu'on dit non, attendez, je fais demi-tour parce que j'ai un problème sur ma commune, une fois, 2 fois, 10 fois, bon voilà. Donc j'ai cessé mon activité professionnelle salarié. Je me suis mis donc à mon compte en tant que conseil en nouvelles technologies pour aider les petites entreprises, celles qui n'ont pas les moyens d'avoir un directeur informatique à demeure, de pouvoir disposer de conseils indépendants et objectifs sur leur situation technique. Alors votre société s'appelle Evas Consulting. D'ailleurs, si on a des entrepreneurs qui nous entendent, ils peuvent faire appel à vos conseils. Comment on fait pour vous contacter? Eh bien, c'est une bonne question. J'ai une adresse mail pour l'instant. J'ai même pas fait un Facebook ou autre. C'est pas. Ah oui, donc les. Mais voilà, ils appelleront IDFM et puis vous leur transmettrez mes coordonnées. D'accord. On va mettre nos coordonnées sur le Facebook et sur la page de la radio. Dès que j'ai un peu de temps, je m'occuperai de tout ça, comme je fais d'ailleurs d'habitude, mais je ne l'ai pas fait depuis une semaine parce que je suis constamment en rendez-vous l'après-midi. Merci en tout cas pour tous ces commentaires. En tout cas, ce qu'on note, c'est que finalement, quand on dit être maire à temps plein, pour des petites communes, c'est possible, mais professionnellement, c'est impossible d'arrêter son métier. Être maire, c'est en moyenne 90 heures par semaine. Parce que être maire, c'est samedi, dimanche, jour férié, etc. Ça ne s'arrête jamais. Donc, qu'on soit maire et qu'on ait un autre travail à plein temps, c'est compliqué. C'est compliqué. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Christophe Verrine. Je vous propose de faire une pause, et cette fois une pause en chronique. On va partir avec la chronique santé des entretiens médicaux d'Anguin. On va dire bonjour à Jean-Claude Durousseau. Bonjour Jean-Claude. Ah non, là, c'est pas... Là, c'est la RH. Ah ouais, mais là, il y en a une sur 2, il n'y a pas beaucoup de... Quoi? Tascam 87 et Connexion. Beaucoup de salariés étaient très attachés à leur Chronique entreprise, RH. à leurs collègues, Tu t'es trompé de chronique. De toute façon, j'ai même une à leur sur 2. patron. J'ai entendu des anecdotes où certains ouvriers étaient très fiers de la grosse voiture de leur patron. Pouvons-nous imaginer cela aujourd'hui? Jean-Christophe, C'était le temps des est-ce qu'il y a Trente d'autres Glorieuses et points l'argent circulait facilement. d'autres points que Il n'y vous avait pas vouliez trop évoquer? de lois En contraignantes, tout cas, je vous par repasserai exemple peut-être sur la la parole pour une consommation minute de d'alcool dans conclusion à la l'entreprise. fin. Les succès étaient fêtés dignement, des anniversaires aussi,
Et même si certains avaient du mal à rentrer chez eux, ben cela crée des liens. Le temps n'était pas compté comme aujourd'hui, et la machine à café ou le coin café était un lieu convivial où beaucoup de problèmes, techniques et humains, se réglaient. Aujourd'hui, surtout depuis les années 2000, le contexte est très différent. Les gestionnaires tout-puissants, la mondialisation et sa concurrence féroce, les nouvelles technologies, les 35 heures ont mis beaucoup de pression sur la productivité et donc sur les salariés. Et aussi sur les patrons. Les pauses café, quand elles existent encore, sont très rapides. Les anniversaires et les réussites de l'entreprise, quand ils sont encore fêtés, sont sans alcool et expédiés vite fait. Du coup, effectivement, ce lien humain, ce lien qui donnait de la cohérence et mettait de l'huile dans les rouages de l'entreprise, s'est beaucoup détérioré. Si vous voulez faire un C'est un facteur de stress et de conflit supplémentaire. Cela a un impact sur l'engagement, la productivité et la créativité des salariés. Alors, comment recréer du lien sans pause café interminable et sans anniversaire copieusement arrosé? Les temps ont changé, le contexte économique, les possibilités techniques et les attentes des salariés ont changé. Ce n'est pas forcément un mal, mais il faut trouver de nouvelles solutions. La communication interne, les intranets, les journaux d'entreprise sont les solutions intéressantes. Que ce soit avec ou sans ces médias, il me semble que les éléments les plus importants à communiquer pour créer ou recréer du lien sont ceux qui définissent les objectifs communs et la culture commune. Or, ces deux derniers éléments sont souvent oubliés. La communication reste souvent centrée sur les thèmes qui intéressent la direction générale, les événements restent... Il faut qu'on entende, nous. Mais laisse chaque salarié avec une vision court terme et égocentrique. Un de mes amis, qui dirigeait un grand groupe international, commençait toutes ses interventions devant les équipes à travers le monde en expliquant une des valeurs du groupe et en racontant comment lui-même la mettait en pratique. C'est un des rôles de base des dirigeants que de rappeler sans cesse leur vision et les valeurs de l'entreprise pour créer du lien et rassembler les énergies. Merci beaucoup Olivier Carré pour cette chronique. Il y a eu un petit misfit, désolé, c'était bien la chronique RH et non pas la chronique santé. La chronique RH est présentée par Olivier Carré qui nous a parlé d'aujourd'hui de comment créer du lien dans l'entreprise. Donc une chronique que l'on retrouve mensuellement avec Olivier Carré et que l'on remercie. Alors on va passer à notre second débat du jour. On va parler formation et école puisque on est à l'époque où les étudiants qui sont au bac doivent, ça y est, maintenant avoir fini leur projet d'inscription sur Parcoursup, n'est-ce pas Emmanuel Hubert? Vous dirigez donc l'École internationale des sciences du traitement de l'information et en tout cas vous êtes le directeur du master spécialisé en gestion des risques sur les territoires à l'EISTI qui est basé à Cergy. Alors que propose alors déjà non, peut-être d'abord on va parler de votre parcours à vous parce que c'est quand même intéressant. Vous avez fait des études de biochimie. Alors dans quelle université avez-vous choisi au départ? Donc j'ai fait une université locale, je suis originaire du Mans, donc je suis allé faire mes 2 premières années au Mans. Et étant donné que c'est une petite université qui n'avait pas de second cycle, je suis parti à Orléans faire une licence et une maîtrise dans le domaine. Voilà, donc au départ, quand vous étiez en terminale, vous saviez exactement ce que vous vouliez faire ou est-ce que vous avez pris biochimie parce que finalement les sciences de la vie vous intéressaient? Les sciences de la vie m'intéressaient. J'ai fait un bac agronomique, donc j'étais dans un lycée agricole à la campagne, on y était bien. Petit groupe, pas 40 comme dans les grands lycées des grandes villes. On était 20, on était au calme, le même programme, ça n'empêchait pas, mais on avait une autre manière de fonctionner. Une autre manière de fonctionner, des programmes plus ouverts vers le milieu naturel, ce qui me convenait tout à fait. Et donc toujours attiré par les problématiques environnementales. C'est assez logiquement que j'ai migré vers la biochimie qui m'a semblé vraiment naturelle pour le coup pour traiter les problématiques environnementales. Et donc du coup, c'est donc en arrivant à la fac que vous vous êtes dit que ça vous a ouvert des perspectives de métier? C'est une vaste question. C'est une vaste question, parce qu'à la fac, on n'est pas vraiment orienté vers un métier, on est orienté vers
des domaines académiques vers de la connaissance, et puis ma foi, c'est tout à chacun après de faire son projet professionnel et de savoir ce qu'il veut devenir ensuite. En cela, je pense que l'université a beaucoup bougé en offrant des domaines d'études beaucoup plus ouverts que les sciences, je dirais, ordinaires, comme peuvent l'être la physique, les maths ou encore tout ce qui est biologique, biochimique. Trouver son métier, c'est une grande aventure. Après, l'avantage de l'université, c'est que ça permet d'aborder suffisamment de problèmes et d'être suffisamment ouvert vers soi-même pour se dire, bon, à un moment donné, il faut travailler, et du travail naît l'envie de faire quelque chose et de se dire, tiens, je vais m'orienter vers ce domaine puisque ça m'intéresse, et voilà. Voilà, et puis vous, après, vous avez fait une thèse, et donc forcément, ça vous a amené à être pris, je pense, suite à la thèse que vous aviez rédigée. En effet, donc ma thèse était sur les risques industriels, comme vous l'avez répété tout à l'heure. Et ma foi, j'ai eu l'occasion d'être embauché pour travailler sur un master en gestion des risques, ce qui était en lien avec ma thèse, donc tout à fait logique, après une expérience de l'administration, toutefois. Et pour le coup, finalement, je n'apporte plus grand chose au monde de la gestion des risques, mais par contre, j'ouvre des perspectives à des gens qui viennent chercher un métier, celui de manager des risques. Alors justement, donc pour cela, vous êtes à l'École internationale des sciences du traitement et de l'information. Expliquez-nous un peu le parcours que l'on peut faire dans cette école, qui est l'une des 207 écoles référencées ingénieurs. Donc l'EISTI est en effet une école d'ingénieurs CTI qui existe depuis 35 ans à Cergy, qui offre un parcours mathématique ou un parcours informatique. Nous formons des ingénieurs informaticiens au sens large du terme et mathématiciens quelque part, puisque beaucoup de choses se font toujours à base de mathématiques et de simulations. Alors on fait donc beaucoup de mathématiques, c'est les deux, enfin il y a plusieurs matières enseignées bien sûr, oui. Vous allez peut-être nous donner le détail des matières, mais combien il y a d'heures de maths par semaine peut-être, ou par mois, je ne sais pas comment vous réfléchissez. En première année, sur le parcours plutôt orienté mathématiques, en première année du cycle d'ingénieur, puisqu'on a la classe prépa intégrée. Alors prenons les bases peut-être. Donc on peut rentrer à l'école par deux voies, c'est bien ça? Lesquelles? Exactement. Donc la classe prépa intégrée via le concours à venir, et la classe et à l'issue donc de 2 années de classe prépa classique à l'extérieur, via le concours commun polytechnique, on peut rentrer directement en première année du cycle d'ingénieur. À l'issue de Maths Sup, Maths P, donc ça qu'on fait dans un lycée quel qu'il soit. Oui. Mais par contre, pour la partie quand on veut, vous avez dit il faut faire le concours à venir. Oui. Donc il y a combien de places réservées à tous ceux qui sont issus du concours à venir? Est-ce que vous savez? Le concours à venir rassemble une vingtaine d'écoles d'ingénieurs qui possèdent une classe prépa intégrée. Je crois que c'est plus de 10 000 étudiants qui sont sur ce concours, et le ISTI a environ 250 places dédiées pour ces jeunes. D'accord, donc ça laisse quand même pas mal de place. Là, pour le concours à venir, il faut s'inscrire bientôt, je pense, parce que c'est aux alentours de mai, je crois, l'examen. Exactement, c'est en mai l'examen. Donc là, ils y sont préparés. Il y a actuellement certains week-ends des jeunes qui se donnent rendez-vous à l'école et qui voient ce que c'est que le métier d'ingénieur, qui discutent des problématiques de programme, etc., qui apprennent ce que c'est que l'école d'ingénieur, et ça leur permet de faire... Donc tous ceux qui ont inscrit le cycle ingénieur sur Parcoursup, puisque là c'est terminé, ils ont dû mettre leurs vœux, en principe ça se terminait là la semaine dernière, enfin le week-end dernier, donc on peut venir à l'EISTI le week-end pour voir qu'est-ce que c'est pour discuter avec d'autres élèves. La porte est ouverte. On peut vous téléphoner et prendre rendez-vous. Il y avait une porte ouverte, notamment samedi dernier, la dernière de l'année en l'occurrence.
Mais il y a aussi ces journées de préparation au concours. Ce sont des dates ponctuelles que là je n'ai pas en tête et qui permettent donc de faire connaissance avec l'école. Et donc voilà, après de pouvoir participer à ce concours à venir. Et ensuite, vous regardez les dossiers un petit peu sur Parcoursup? Ou est-ce que vous avez accès? Non, vous n'avez pas accès? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je m'occupe des plus grands. Mes étudiants ont plutôt 35 ans. Voilà, donc les petits de 18 ans, Alors les jeunes de 18 ans, vous, c'est pas tout à fait... Voilà. Donc, la particularité de l'USTI, c'est, vous venez de le dire, donc il y a une partie pour les jeunes étudiants et une partie pour tous ceux qui veulent se performer ou alors une reconversion professionnelle, on peut dire. Exactement, une reconversion, une deuxième partie de carrière, pour certains une validation d'acquis qui leur permet donc d'obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur de haut niveau, alors qu'ils n'ont pas eu l'occasion, plus jeunes, de faire des études. Alors, ce sont des programmes qui sont en combien de temps? Comment fait-on pour pouvoir justement compléter sa formation si on a plus de 30 ans? Donc, ce sont en l'occurrence des masters spécialisés, donc un label de la Conférence des grandes écoles, des diplômes sérieux au sens où tous les 5 ans, on doit remplir un cahier des charges, une réaccréditation. Si le métier proposé ne correspond plus à rien, la formation disparaît. Ces gens, donc, comme je disais, viennent chercher un diplôme de haut niveau, donc Bac plus 6, qui leur permet d'ouvrir ou de compléter des connaissances qu'ils ont au quotidien dans leur travail, ou de changer totalement de voie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme métier ou comme performance pour compléter sa formation avec ce que vous proposez? Quelles sont les matières enseignées en fait? Nous avons actuellement 4 masters spécialisés en propre à l'EISTI, 2 en informatique, donc cœur de métier de l'école, en tout ce qui est business intelligence et analytics, donc tout ce qui est données de l'entreprise. Un autre en ERP management, donc les outils ERP sont des outils intégrés qui permettent de gérer l'entreprise de façon globale, autant les aspects RH, bien entendu gestion financière, mais aussi production ou encore logistique. Donc là, il n'y a pas que de l'informatique en fait, pour cette partie en tout cas. Non, il y a du management de projet. Voilà, installer de professionnalisation. Un outil dans une structure, c'est un vrai projet, c'est une maîtrise du changement, ce sont tous ces éléments-là qui sont apportés à nos futurs consultants qui iront aider les entreprises dans leur migrations informatiques. Alors que ce soit donc pour les pros, on va dire, ou pour les jeunes, quels sont les métiers? Est-ce que vous pouvez citer des métiers concrètement que les entreprises demandent en ce moment pour ce type de formation? Donc sur l'informatique, consultant bien entendu, consultant au sens large, consultant en métier, donc des gens qui ont déjà une expérience par exemple en logistique et qui viennent aider une entreprise par leur expertise logistique pour mettre en place ou améliorer cet aspect-là de l'entreprise. Ça peut être décliné sous tous les autres métiers de l'entreprise. Tout ce qui va être aussi aide à la décision du chef d'entreprise. Donc comment est-ce qu'on met en place un outil qui permet au chef d'entreprise de remonter facilement et quasiment en temps réel maintenant les données qui peuvent lui être nécessaires pour gérer au mieux son entreprise. Alors par contre pour les plus jeunes, donc là il y a des stages obligatoires. Est-ce que les entreprises, c'est aux jeunes de rechercher des stages ou bien est-ce que c'est les entreprises viennent déposer des offres et finalement c'est presque de la pré-embauche, on peut dire? C'est totalement de la pré-embauche et en effet la renommée et la belle image de l'EISTI fait que les entreprises qui ont un besoin en informatique nous connaissent et viennent chercher nos étudiants. Donc il y a une plateforme dédiée pour déposer des offres de stage ou d'embauche et nos étudiants bien souvent viennent sur cette plateforme pour rechercher. De toute façon, ce sont des noms d'entreprises qui les intéressent. Du coup, finalement, on trouve très vite du travail quand on sort de l'école? On trouve du travail avant d'être sorti de l'école. Avant même. C'est ça le grand intérêt d'une école d'ingénieurs et notamment dans ces domaines en plein développement.
développement et en plein bouleversement comme l'informatique, c'est que 90% de nos étudiants ont un CDI avant d'avoir leur diplôme. Alors pour vous, le métier d'informatique a beaucoup évolué. Qu'est-ce qui a changé en fait? Alors déjà beaucoup la technique. Depuis 20 ans, les ordinateurs ne sont plus les mêmes, même s'ils se ressemblent, même si le design a évolué bien entendu, mais les capacités de calcul de ces machines font qu'aujourd'hui, ce qui était une hérésie il y a 20 ans, par exemple vouloir faire du temps réel, bien maintenant c'est possible avec les puissances de calcul et les mémoires. Donc ce qui veut dire qu'on peut faire beaucoup plus de choses, c'est ça que vous voulez dire qu'auparavant. Enfin, on le voit notamment nous, le citoyen dans les jeux vidéo, c'est beaucoup plus fluide grâce au temps de calcul. Exactement, et les jeux vidéo sont une chose, mais si on passe sur de l'imagerie médicale ou des choses comme cela, c'est encore bien plus intéressant, je trouve. Quels sont les secteurs justement pour vous? Est-ce que tous les secteurs économiques sont impactés par ça? Quels sont les secteurs les plus, on va dire, vous avez dit la santé? La santé, bien entendu, le loisir, les jeux vidéo, mais si on part du principe que, si je regarde là dans cette salle, on a déjà 4 écrans informatiques. Donc nous avons des téléphones qui sont plus puissants que les ordinateurs il y a 25 ans. Donc ma foi, on est cerné par l'informatique. Donc, elle est partout et partout on en a besoin. Si on prend les téléphones, beaucoup d'applications, c'est à la mode. Il faut des gens pour les préparer, pour les penser, et nous formons ces gens. Alors pourquoi faut-il faire autant de mathématiques? Est-ce que... Pour quelqu'un qui a eu 0 en 2 en maths, je suis mal placé pour en parler. C'était vraiment pas mon truc. On va poser la question à Jean-Christophe Berry, puisqu'il est directeur de métier, directeur des systèmes d'information. Pourquoi faut-il autant de mathématiques? Est-ce que ça... Et justement, vous avez peut-être vu que dans la nouvelle réforme, d'ailleurs, des lycéens, on va supprimer les maths pour certaines sections. Oui, ça m'a fait bondir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça m'a fait bondir de ne plus voir les maths dans le tronc commun. Je me suis d'ailleurs inquiété pour les écoles supérieures en disant qu'elles allaient revoir effectivement tout leur programme, parce que quand ils vont accueillir des élèves bacheliers mais qui ont un niveau de seconde en maths, je pense que ça va être une remise en question importante de leur programme. Vous voyez déjà ça, Emmanuel Hubert? Non, nous ne voyons pas, puisque la réforme va rentrer en vigueur, donc je crois l'an prochain. Donc le temps que nous ayons ces étudiants, il faudra bien encore 3 ou 4 ans. Mais en effet, si les gens n'ont pas un minimum de maths, ils ne pourront pas rentrer chez nous, c'est sûr. Mais donc vous demandez toujours des mathématiques et vous allez continuer à demander ce niveau de maths dans cette école? Oui, parce qu'avec les maths, on forme des cerveaux au sens où les maths posent des problèmes et forcent le cerveau à réfléchir. Et c'est en cela que les mathématiques sont intéressantes. On va justement reposer la question à Jean-Christophe Verrine qui est en train de nous dire ce qu'il en pensait. C'est un mode de réflexion, une façon de réfléchir qui est particulière. Si on est littéraire ou si on est matheux, c'est pas du tout les mêmes. Un matheux est très cartésien et très factuel. C'est oui ou c'est non. Vous savez, c'est binaire. Et je pense qu'il y a beaucoup de métiers très techniques comme ça qui ont besoin de ce mode de réflexion, qui est différent de celui qui va analyser l'ensemble. Voilà, on a besoin d'être binaire. Donc les maths ont leur vraie raison d'être dans ces métiers-là. Donc pour vous, il y en a même qui disent que les maths c'est un principe de philosophie aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais les mathématiques sont une philosophie, oui, effectivement, bien sûr. Donc quand on pense aux mathématiciens grecs, enfin, puisque tout nous vient de là, penser la nature par les maths, en fait, c'était ça, hein, finalement. Alors, expliquer la nature par les maths. Ben oui, on peut expliquer la nature par les maths, par la chimie, la biologie. Enfin, je veux dire, nous sommes tous que molécules. Hein. Et donc, voilà. Donc vous avez dit tout à l'heure, ça m'a fait bondir quand vous avez vu que le nouveau programme de l'enseignement supérieur avant bac, on supprimait donc la notion de maths dans certaines sections. C'est dans le tronc commun qu'on supprime les maths. Dans le tronc commun, carrément. Après la première, on supprime les mathématiques, deviennent une option. Et c'est vrai, j'entends que nos jeunes peuvent ne pas aimer les mathématiques, on l'entend souvent, hein, ou le français pour d'autres, hein, heureusement. Mais en même temps, le supprimer me choque un petit peu. Merci à tous les deux. On revient avec vous dans quelques minutes. On va faire une petite pause musicale. C'est trop fort. Goran Fabien.
D'accord. Supprimer les maths dans le tronc commun après la première, c'est quand même. Je pense que vous allez être obligé quand même de revoir parce que le niveau. Ah, mais il va baisser. Ah oui. Même pour les mathématiciens, il va baisser. Même pour ceux qui vont avoir fait aucun Donc, maths. vous allez remettre des mathématiques de base, j'allais dire, pour compléter le niveau des après-bac. Très certainement. Très certainement. Vous ne savez pas encore comment vous allez faire? Non, cette partie-là. Donc je peux vous poser la question que vous allez réfléchir. Voilà, c'est en réflexion et c'est vrai que ça pose un problème. Il va falloir repenser certains parcours, très certainement. Ou des passerelles qui existaient qui, du coup, si elles n'ont pas du tout inclus mathématiques, ça va vous reposer un De toute problème. façon, si le niveau en maths du bac n'était pas assez élevé, les gens ne pouvaient pas rentrer. Ouais. Donc ça va encore sélectionner des gens. Mais là où je trouve ça dramatique, c'est moi j'étais une bille en maths. À partir du moment où on a mélangé des chiffres et des lettres, voilà, ça va plus ça. Donc, mais sinon pour le calcul tout allait bien dans les petites classes, mais à partir du moment où il y a eu des équations, voilà, c'était une difficulté. Donc pour ça que je me suis tapé des taux. Mais le problème de ce pays, c'était aussi qu'on ne faisait que de la sélection sur les maths. Oui, c'est vrai. Donc ça peut donner certaines chances à d'autres. Par exemple, je ne vois pas quel est l'intérêt pour être un médecin d'être uniquement mathématicien. Voilà, ça n'a pas vraiment de sens. On peut ouvrir certainement ce secteur à d'autres choses, même à des littéraires. Mais c'est vrai qu'un littéraire, c'est vraiment un cerveau bien particulier. C'est un rêveur, et des fois, on ne peut pas faire décoller un Airbus avec un rêveur, c'est pas possible. Ou alors on obtient peut-être le Boeing Max, mais c'est embêtant. C'est embêtant, c'est sûr. Donc, on va juste finir là-dessus, puis après on va peut-être parler du côté international, sauf si il y a d'autres choses à dire peut-être sur ce qu'on n'a pas dit sur les deux formations, la formation jeune étudiant et la formation de requalification professionnelle. Mais que vous qui savez, moi je sais pas. Oui. Là, on peut parler aussi du taux d'insertion à l'issue de la formation professionnelle. On est sur les mêmes problèmes que pour, entre guillemets, que pour le cycle ingénieur. On est sur des domaines en tension où les entreprises, les administrations recherchent des gens, on est à 100%. D'accord. Et quels sont les métiers là aussi? Ce qui intéresse, moi, ce qui m'intéresse, c'est le concret. Quels sont les métiers concrètement qu'on peut trouver à l'issue Voilà. Là aussi, du consultant, du chef d'équipe, du Toujours manager, informaticien. Voilà. Mais donc les mathématiques servent à l'informatique, mais est-ce qu'on cherche encore des chercheurs en mathématiques? C'est l'un des soucis des écoles d'ingénieurs, c'est que souvent, à l'issue de leurs études, les étudiants ont un job, et donc la recherche et les 3 années de thèse supplémentaires, ça ne les intéresse pas. 30 secondes. 30 secondes, il nous reste, d'accord. Mais non, c'est sûr que ça fait long. Ils veulent gagner de l'argent, ils veulent être autonomes, c'est logique. Un doctorat, maintenant, c'est financé, donc on a un salaire, on est autonome. Un petit salaire, soit, mais permet de vivre. Oui, c'est sûr. C'est une aventure intéressante, mais il n'y a pas de reconnaissance en France du doctorat, donc à part le médecin, donc il n'y a aucun intérêt à faire. Nous voici de retour au bar de l'économie. Je suis toujours en compagnie de Jean-Christophe Vérine, maire de Jouy-le-Moutier, et puis d'Emmanuel Hubert, directeur de l'école d'international des sciences du traitement de l'information, enfin en tout cas directeur du master spécialisé en gestion des risques sur les territoires. Alors on a parlé un petit peu juste avant cette interruption musicale qui était Morane et Lara Fabian. On a parlé donc des métiers qu'on pouvait avoir à la sortie du cycle école d'ingénieurs, donc des jeunes qui démarrent à partir de 18 ans. Là, on a bien dit que c'était ou Maths Sup, Maths Spé, ou la voie contrat à venir avec les 2 ans de préparation au sein de l'école. Alors maintenant, pour le côté professionnalisation, donc pour tous ceux qui veulent se requalifier, quels sont les métiers à l'issue des formations requalifiantes? Donc sur nos 2 masters spécialisés en informatique, bien entendu, le métier phare, c'est le métier de consultant. Étant donné qu'on a des gens souvent avec de l'expérience professionnelle, on sera sur du consultant, manager d'équipe, manager de projet. Donc là, il y a de l'emploi sur ces domaines. Ne pas hésiter à... Donc là, c'est à la fois les entreprises et les administrations qui recherchent? Exactement. Ce sont des domaines en tension. Et donc, il y a une forte demande et trouver un emploi n'est pas un réel problème.
problème une fois qu'on a une bonne formation dans le domaine. Voilà, ça c'est dit. Et par contre, vous avez dit tout à l'heure, plus grand monde veut faire des choses qui sont doctorants, donc des masters au-dessus, parce que les jeunes préfèrent trouver du boulot et gagner leur vie tout de suite. Alors, est-ce que c'est un problème? Est-ce que la recherche en France est suffisamment mise en avant finalement? Ou est-ce qu'on ne laisse pas partir nos chercheurs à l'étranger? Oui, on les forme bien, on les laisse partir à l'étranger, puisqu'en France, je dirais que le chercheur n'est pas vraiment reconnu. De toute façon, il est enfermé dans son labo, entre guillemets, et le reste ne l'intéresse pas. Ça, c'est pour la caricature. Mais en France, non. Quand on est chercheur, on gagne mal sa vie. Donc, par contre, si on part aux États-Unis ou dans d'autres pays, anglo-saxons, en Allemagne, on a une vraie reconnaissance à tout point de vue, autant sur l'intérêt du travail que sur la fin de mois. Alors qu'en France, vaut mieux être ingénieur. Et d'ailleurs, nos ingénieurs gagnent très bien leur vie à l'issue de leurs 5 années. Donc pourquoi se faire 3 années supplémentaires pour devenir chercheur? Ce qui est un problème. Ce qui est un problème pour la France, parce que c'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux finalement. La fuite des cerveaux, des gens qu'on a formés, qui nous coûtent cher, et puis qui partent faire l'enrichissement d'autres pays. À cela aussi, faire un stage ou aller faire ce que je leur des étudiants en permanence à Osaka, avec l'université d'Osaka. Au Japon, donc. Au Japon, donc, des gens qui suivent un master là-bas et qui souvent font un doctorat pour le coup. Et donc ça, il y a d'autres pays qui vont peut-être arriver au sein de l'UISTI? De mémoire, nous avons 60 pays ou 60 universités à l'étranger qui accueillent des étudiants, soit pour un double diplôme, soit le plus souvent pour un stage de recherche ou un stage en laboratoire. Donc ça va sur les 5 continents. Nous avons donc beaucoup vers l'Asie en ce moment, la Chine, la Corée, le Japon, l'Europe un petit peu, beaucoup les États-Unis, l'Amérique du Sud. Merci beaucoup Emmanuel Hubert pour la présentation de cette école. Donc c'est une présentation payante, je veux dire c'est une inscription payante j'imagine. Et combien ça coûte de faire le ISTI? Alors, combien coûte de faire le ISTI? Donc sur les aspects formation continue, nous sommes sur des formations donc à peu près à 10 000 €. Et pour le cycle ingénieur, pour l'heure actuelle, puisque les statuts de l'école et les futurs grands projets de campus international sur Cergy font que les frais de scolarité de l'ISTI passeront prochainement de 7 500 € à 2 500 à peu près. Donc ça c'est pendant combien de temps? Si tout va bien, début 2020. Début 2020, donc baisse significative des frais de l'école. C'est donc très intéressant pour les futurs ingénieurs. 2 500 €, c'est ouvert pratiquement à tout le monde de pouvoir faire. Et donc on peut très facilement obtenir un prêt pour faire cette école si on le veut. Par contre, pour les qualifications professionnelles, c'est des qualifications qui sont peut-être pas à temps plein. On peut peut-être travailler aussi en même temps. Alors nous avons des qualifications qui sont ouvertes notamment à l'apprentissage. Je pense à l'intelligence économique qui a une dizaine d'apprentis. Je pense aussi sur la gestion des risques, nous avons une possibilité de faire la formation en alternance. Nous avons des professionnels en poste qui viennent se former tous les vendredis et samedis. Sur l'informatique, nous sommes plus sur un parcours classique à temps plein la semaine. Merci beaucoup Emmanuel Hubert. Alors je rappelle que si on veut plus de renseignements, eh bien, on va sur le site de l'école qui s'appelle eisti.fr et puis on a toutes les informations, c'est très, très complet, vous verrez. Tout de suite, on va partir écouter la chronique santé du jour. On va dire bonjour à Jean-Claude Durousseau, c'est la chronique des entretiens médicaux d'Anguin. De la ferritine. Alors, docteur, quand on dit qu'on a une élévation de la ferritine, c'est quoi? C'est le fer dans le sang? Alors, c'est pas tout à fait ça, c'est une protéine, en fait, la ferritine, protéine de stockage du fer, et qui va refléter donc le stock de fer dans l'organisme. D'accord, c'est grave, pas grave? Alors, tout dépend de la cause, en fait, les causes sont multiples. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme cause? Alors, il y a l'alcool, la consommation d'alcool, il y a le surpoids, il y a les hépatites, virales notamment, ou alcooliques, et puis il y a les syndromes inflammatoires. Toute inflammation de l'organisme va s'accompagner d'une élévation de la ferritine. Il y a des causes génétiques aussi, non? Alors tout à fait. Il y a des familles où on fait... Exactement, donc
dans le nord de la France en particulier, c'est ce qu'on appelle l'hémochromatose, c'est-à-dire il y a une mutation, une ou des mutations, il y a plusieurs mutations décrites, et cette mutation va générer une hyperabsorption du fer dans le tube digestif. Donc du coup, le fer est absorbé et va être stocké d'une façon anormalement importante dans le sang et dans le foie. C'est ça l'entreprise, je pense. Conséquence, et qu'est-ce qu'on fait? Alors, la conséquence de l'hémochromatose ou d'une surcharge en fer importante, quelle que soit la cause d'ailleurs, c'est que le foie, il va se durcir et que progressivement, il y a un risque de développement d'une cirrhose du foie, voire d'un cancer du foie. Le foie Sur les cas, il sera, bien sur sûr. l'influence du fer, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand c'est au stade de fibrose ou quand c'est au stade de cirrhose, la démarche n'est pas la même. Il faut maigrir, réduire sa consommation d'alcool, notamment. Et puis, dans l'hémochromatose génétique, là, il y a un traitement particulier qui sont les saignées. Ça va consister, en fait, à enlever du sang au patient. Comme à l'époque de Molière, hein, c'est ça? C'est ça, oui. Sauf que voilà, c'est une réalité et ça marche bien. Et on enlève près d'1 millilitre au patient, selon des séquences de... Alors, une semaine au début, puis une fois par mois par la suite. Et ben voilà, maintenant vous savez ce que c'est que la ferritine. Je vous le souhaite pas. Merci beaucoup, Oli. Merci beaucoup, donc Jean-Claude Durousseau, pour cette chronique sur la ferritine. On en sait un petit peu plus sur les problèmes de fer. Eh bien, c'est tout simple. Il faut se faire ponctionner du sang. On va repasser la parole à Jean-Christophe Verrine, maire de Jouy-le-Moutier, pour 1 minute pour conclure. Alors, quel sujet vous a le plus interpellé récemment et quel projet pour Jouy-le-Moutier Eh bien, je vais conclure en disant que à Jouy-le-Moutier, vous allez aussi avoir énormément d'actions et d'activités culturelles liées à la famille. Et je vais en retenir 2 dont je vais vous parler. Il y a bien évidemment le carnaval qui a lieu le 7 avril, qui est un moment de partage et toujours adorable. Enfin, moi, j'adore de voir découvrir toutes les princesses et tous les super-héros qu'il y a dans la commune. Et puis, un deuxième événement qui me tient beaucoup à cœur, c'est les 40 ans de la ferme des Campours, une ferme pédagogique que j'ai la chance d'avoir sur la commune de Jouy-le-Moutier et qui fête samedi prochain ses 40 ans. Et je pense qu'effectivement, ça va être un bon moment parce que expliquer la biodiversité, ce qu'est l'écologie, toutes ces notions-là, et puis permettre aux enfants de découvrir les animaux de la ferme, sont des moments agréables. Donc, on va fêter ça ce week-end à la ferme des Campours. Voilà, alors autre actualité culturelle en ce qui vous concerne, j'ai noté le 30 mars le concert d'Alain Chamfort au théâtre. Et puis, vous l'avez dit, le carnaval. Alors, sur 4 thèmes, il y a donc les 4 éléments. Quels sont-ils? Les 4 éléments, l'air, l'eau, le feu et la nature. Voilà, qui tous les ans, on propose lors du forum des associations aux gens de choisir parmi différents thèmes. Et cette année, ce sont donc les 4 éléments qui ont été retenus, qui sont donc le fil conducteur de l'ensemble des événements de la commune. Et donc ça, ce sera le 7 avril. Et puis en attendant, j'ai noté aussi les 5 et 6 avril, le concert des orchestres d'harmonie qui dure sur 2 jours. Alors pourquoi 2 jours? Parce que nous avons la chance d'avoir un très beau théâtre qui a une planification de très grande qualité, mais aussi extrêmement éclectique. On trouve vraiment de tout. Et les harmonies ont beaucoup de succès. Et donc, ils nous ont demandé de pouvoir avoir plusieurs représentations. Et bien évidemment, nous sommes heureux de les accueillir les 5 et 6 avril. Et donc là, c'est un orchestre de combien de personnes? Alors, il y a 2 parties en général. C'est avec le CRR de Cergy-Pontoise, le conservatoire régional régional. Et donc, alors, je n'ai pas le programme en tête là, mais en général, il y a une quarantaine de musiciens. Oui, donc beau concert. C'est vraiment de la très belle qualité. Voilà, il faut réserver vos places. C'est les 5 et 6 avril. Et puis en attendant, je rappelle les dates. Donc le carnaval le 7 avril et le 30, le concert d'Alain Chamfort. Merci à vous deux d'avoir été avec moi en direct ce matin au bar de l'économie sur IDFM. Merci à nos auditeurs, qu'ils soient sur la FM 98.0 ou sur Facebook sur la page IDFM Radio Anguin ou bien sur notre site internet idfm98.fr. En tout cas, pour ma part, je vous retrouve demain pour une nouvelle émission et jeudi et vendredi. Voilà, en attendant, belle journée, il fait beau aujourd'hui, donc on est content. À bientôt.